Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Aujourd'hui, on reçoit M. Éric Lessard, qui est directeur de la CEPAC. La CEPAC, c'est le parc à Saint-Daniel principalement. Alors, M. Lessard, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Ghislain. Bonjour. Donc, oui, c'est ça, Éric Lessard. Je suis directeur du Parc national de Frontenac depuis, ma foi, 2004. Ça fait déjà un bout de temps. Donc, fait que c'est ça, avec mon équipe, là, on a la responsabilité de gérer le Parc national de Frontenac, là, qui est situé dans la région ici. OK. Bien, pour situer le parc correctement, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas encore. Ce serait quand même surprenant, mais le parc est en 3 parties, hein? Oui, c'est ça. Souvent, les gens vont spontanément connaître un peu plus le secteur Saint-Daniel à cause de la plage. Il y a une plage au secteur Saint-Daniel, une plage surveillée qui était là, depuis la création du parc, qui avait été fermée pendant un bout de temps et qu'on a réouverte en 2018. Donc, souvent, les gens, quand on leur parle du Parc national de Frontenac, tout de suite, c'est la plage Saint-Daniel. Mais effectivement, tu as raison. On parle de 3 secteurs. Le secteur Saint-Daniel. Il y a aussi le secteur sud, qui est situé dans le coin de Lambton, Saint-Romain. Là. Pour ceux qui connaissent le Grand Lac Saint-François, là, c'est toute la baie Sauvage, en fait. Là. Ouais, le pont de fer. Oui, exactement. Il est refait? Exact, qui est plus là. Fait que c'est ça, tout le secteur de la baie Sauvage, là, c'est ce qu'on appelle le secteur sud du parc. Et il y a aussi un 3e secteur, qui est le secteur Sainte-Praxède, qui est situé, les gens qui connaissent un peu le coin, là, sur le chemin du barrage, il y a beaucoup de chalets. Bien, quand vous passerez, vous allez regarder de l'autre côté, vous allez voir qu'il n'y a pas de chalet de l'autre côté. Okay. Donc, c'est le secteur Sainte-Praxède. Les gens sont quand même obligés de passer par Disraeli pour... Oui, c'est ça. L'accès se fait, là, c'est ça, en fait, là, entre Disraeli et Sainte-Praxède. Il y a un rang, là, puis... en rentrant par là, c'est tout bien signalisé. Vous pouvez accéder au secteur Sainte-Praxède où il y a une aire de pique-nique avec un bloc sanitaire. OK. Moins d'installations qu'à Saint-Daniel. Oui, il n'y a pas d'hébergement sur place là-bas, mais c'est quand même un super de beau spot. Là. Il y a une belle rive sablonneuse, on a un bel espace avec des tables à pique-nique et puis un bloc sanitaire. Fait que, il y a beaucoup de gens qui font du bateau sur le Grand Lac Saint-François qui vont aller s'accoster là. Ah, OK. Il y a un quai, un petit Non, quai? c'est une belle rive de sable, donc les gens Ils se laissent glisser sur le en sable. bon français, ils se beachent sur la plage avec leur bateau, puis ils vont passer du bon temps là. Évidemment, il faut qu'ils payent leur droit d'accès comme tout le monde, là, Okay. mais c'est un secteur qui, je dirais, assez populaire pour les gens qui sont en bateau. Ouais. Si on comprend, il y a un gardien qui est là. Oui, on a, dans le parc, on a une équipe qu'on appelle nos gardes-parcs, donc nos gardes-parcs patrouilleurs. Et eux, leur responsabilité, c'est de s'assurer du respect de la loi des règlements qu'on retrouve dans les parcs nationaux, dont notamment l'obligation de détenir un droit d'accès pour accéder à un parc. Là, on parle de coûts. C'est combien, les coûts? C'est des coûts quand même minimes, là. Je veux dire, on parle d'abord pour les enfants, c'est gratuit. Ça, disons-le tout de suite. Ça va jusqu'à quel âge d'un enfant? 17 ans et moins. Ah bon? Donc, le tarif s'applique uniquement à partir de 18 ans. Donc, ça, c'est nouveau depuis quelques années dans le cadre d'une stratégie famille. Le gouvernement a décidé très bonne décision de rendre ça gratuit pour les enfants. Donc, c'est seulement les adultes qui ont à payer. Alors, vous avez le choix de payer soit l'accès quotidien, qui est 9 $ pour la journée. Par personne? Par personne, OK. Exactement. Ou sinon, il y a la possibilité d'acheter ce qu'on appelle la carte. Donc, vous avez 2 sortes de cartes. Vous avez la carte annuelle pour un parc en particulier. Donc, vous pouvez acheter votre carte pour le Parc national de Frontenac. On parle de 45 $ par personne. Mais ça, vous pouvez venir pendant 1 an, aussi souvent que vous le voulez. OK. Puis sinon, il y a une carte réseau qui donne accès à tous les parcs nationaux du réseau de la CEPAC, qui, elle, est au coût de 81,25 $. Ça veut dire que si je veux aller à l'île Charon avec cette carte-là, je peux y aller? C'est ça. En fait, avec la carte réseau, on parle de Offord, dans le coin ici, là, Offord, Mégantic, Yamaska, effectivement. Je ne sais pas si de mémoire, vous savez combien il y a de parcs de la CEPAC? C'est un peu 23-24 parcs nationaux du Québec. Ce qu'il faut dire, c'est que en fait, la CEPAC, qui est la Société des établissements de plein air du Québec, c'est une société d'État. Comme Hydro. Hydro-Québec, exactement. Donc, c'est une société d'État qui est mandatée par le gouvernement pour gérer le réseau des parcs nationaux. Donc, on parle de 20 quelques parcs. Mais la CEPAC gère aussi toutes les réserves fauniques.
Fait que quand on parle de la réserve faunique de Port-Neuf, les gens qui font de la chasse et de la pêche, là, la réserve faunique Saint-Maurice, tout ça, c'est géré aussi par la CEPAC. Fait que la CEPAC gère les parcs nationaux et les réserves fauniques, et elle gère aussi certains établissements touristiques qui appartiennent à l'État. Au Québec, on pense à l'Aquarium de Québec, le parc de la Chute-Montmorency, du Chêné, le gîte du Mont-Albert en Gaspésie. Donc ça, c'est des établissements Le parc touristiques. de la Rivière-Chaudière aussi, peut-être? Non. Ça, c'est pas dans le réseau de la CEPAC. Fait qu'au total, là, si on prend tous les parcs, les réseaux phoniques, les établissements touristiques, on parle de près d'une 45-46 établissements, là, si ma mémoire est bonne. Il y a des hôtels aussi, à certains endroits, comme à Pont-Rouge, je pense. Oui, en fait, station touristique du Chêné, Oui. le gîte du Mont-Albert. Donc ça, c'est des établissements hôteliers qui sont gérés par la CEPAC, effectivement. Mais ça prend des réservations. Oui. Oui, c'est sûr que... En fait, c'est géré un peu comme n'importe quel autre hôtel. Là. Puis les parcs où on peut aller pêcher, le parc Frontenac est de ceux-là. Est-ce qu'il faut... il y a un tirage au sort ou... Non, au niveau... le tirage au sort, c'est surtout pour les réserves fauniques. OK. Donc, les gens qui veulent aller à l'Orignal, qui veulent aller à la pêche, tout ça, il y a des tirages au sort. Pour limiter le nombre? Exactement, parce que la demande est beaucoup plus forte que l'offre. J'ai oublié Anticosti tout à l'heure, c'est important de le mentionner. Mais, il fait partie de la CEPAC? Oui. Au complet, l'île au complet? CEPAC Anticosti, il y a une partie parc national sur l'île, puis il y a une partie, on va dire réserve, là, pour les besoins de la cause. Mais c'est ça, si vous voulez aller à la chasse à l'île d'Anticosti, donc, c'est la CEPAC qui gère ça et il y a des tirages au sort. Même chose dans les produits très populaires, l'orignal dans la réserve faunique de Matane, beaucoup de demandes pour ça. Donc, c'est là où il y a des tirages au sort. Mais nous, dans le cas du parc national, comme il n'y a pas de chasse dans les parcs nationaux, puis il y a un petit peu de pêche, nous, qui est réservé aux gens qui sont en chalet dans le parc, qui louent des chalets. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir de tirage au sort dans notre cas. En parlant de chalet, le parc Frontenac en a combien? Au niveau des chalets, ils sont situés tous au secteur sud. Saint-Daniel, ça? Non, secteur sud du côté plus de Saint-Romain-Lambton, dans ce coin-là. On parle de 8 chalets puis un camp rustique. Ça, c'est au niveau de la villégiature. Quand il y a des formations pour des étudiants, c'est du côté secteur sud, à cause du chalet. Des formations, vous voulez dire? Ça peut être les scouts ou... Oui, on peut. C'est sûr que les chalets peuvent être loués par des groupes, par des individus ou des groupes. Puis sinon, on a du camping aussi. OK. Mais du camping, il y en a du côté de Saint-Daniel aussi? Du camping, il y en a du côté du secteur Saint-Daniel et du côté du secteur sud. Puis ça, souvent, les gens font le saut quand on donne le nom. Là, spontanément, si je vous demande combien il y a d'emplacements de camping dans le parc. Il y en a combien? Il y en a plus de 200. Ah oui? Oui, on a plus de 200 emplacements. C'est plein tout l'été? Je dirais depuis 2 ans, avec la COVID, les parcs ont été vraiment là, un échappatoire pour les Québécois. On a connu des augmentations d'achalandage incroyables. Juste pour dire à Frontenac, là, en l'espace de 5 ans, on a doublé notre fréquentation. On est passé de 100 000 jours visites à peu près à 193 000 jours visites l'an passé. Donc, oui, pour répondre à la question, là, que ce soit location de chalet, camping, ou même les gens qui viennent en quotidien faire de la randonnée, du vélo, puis tout ça, on a connu des augmentations d'achalandage incroyables depuis 2 ans. Pour revenir au camping, si moi j'arrive pour aller camper, je ne suis pas membre, je n'ai pas ma carte de membre, je vais payer 10 $. Et est-ce que je vais payer aussi pour le camping? Oui, en fait, le tarif d'accès, c'est quotidien. Donc, si vous venez camper, vous réservez pour 3 nuits de camping. Donc, vous allez payer par nuit un tarif pour le terrain de camping. Puis, vous allez payer aussi votre droit d'accès pour chaque jour. Donc, si vous êtes là 3 nuits, vous payez le droit d'accès 30 $ pour chaque journée. D'où l'intérêt, on en parlait un petit peu avant l'entrevue, l'intérêt d'avoir la carte annuelle, parce qu'à partir d'un certain... Tu sais, à 9 $... c'est 9 ou 10? C'est 9 $ pour un adulte. La carte est à 45 $.
Fait qu'assez rapidement, là, si on vient le moindrement, vous pouvez venir faire du vélo, venir faire vous baigner à la plage, venir faire de la randonnée. Si en plus vous venez faire du camping une ou deux fois dans l'année, c'est pas loin, c'est juste à côté. Il n'y a pas des locations de canots aussi? Oui, on offre aussi de la location d'équipements, principalement des équipements nautiques. Donc, on a du canot, on a des kayaks, on a des pédalos, on a des chaloupes. On a depuis quelques années, puis ça c'est très populaire de plus en plus, des planches à pagaie, ce que les gens appellent des paddleboards en bon français toujours. Et ça, on en a de plus en plus en location là, parce que la demande est très, très forte. Et ça, c'est dans les 3 secteurs? Ou... C'est au secteur Saint-Daniel et au secteur sud. OK. C'est ça. Qui est Lambton. Ouais. C'est ça, exactement. Puis là, le coût du camping, c'est combien? Là, on sait que ça va coûter 27 $ pour les 3 jours, mais la place pour camper? Ouais, le camping, ça dépend du type d'emplacement que vous choisissez parce que, puis ça, c'est une autre affaire. Des fois, les gens ont l'impression que dans les parcs nationaux, c'est juste du camping sauvage, entre guillemets. Là. Oui, nos terrains de camping sont dans des milieux boisés extraordinaires. Les gens ne sont pas cordés l'un à côté de l'autre. Vous avez vraiment un grand espace. Il y a du bois autour. Votre voisin n'est pas trop loin, mais il n'est pas collé sur vous. Là. Fait que, mais on a des emplacements sans service, avec un service et avec 2 services. Dans tous les cas, il y a de table à pique-nique, il y a un rond à feu, vous avez accès à un bloc sanitaire. Si vous choisissez un emplacement avec un service, bien à ce moment-là, vous avez un branchement électrique sur votre terrain. Donc, vous pouvez glaciaire ou... Oui, ou les gens qui ont des tentes roulottes ou des roulottes, tout ça, peuvent se connecter pour avoir de la lumière puis tout ça. Et on a des emplacements aussi avec 2 services. À ce moment-là, vous allez avoir l'électricité, mais vous allez avoir aussi une prise d'eau sur votre terrain. OK. Donc, vous pouvez vous connecter. Là, sinon, tu vas chercher l'eau à... C'est ça. Si c'est un terrain qui est sans service, ben à ce moment-là, il n'y a ni électricité ni eau, mais vous avez des petits points d'eau qui ne sont pas trop loin. Là, vous pouvez aller remplir vos bidons d'eau juste à côté. Là, on parle des coins feu. Ouais. Il doit sûrement y avoir une surveillance. Il ne faudrait pas que les gens mettent le feu à la forêt. Oui, ben on est vraiment connecté, branché sur la SOP-feu. Là, donc, à tous les jours, on vérifie les indices de feu. Et au besoin, on va émettre des avis aux gens de faire attention. Ou si la SOP-feu venait qu'à décréter une interdiction de feu à ciel ouvert, ben à ce moment-là, on interdit de faire des feux. Puis on parlait de camping. On a parlé de chalet, de camping. On a aussi du canot camping. Toujours au secteur sud, là, un peu plus d'une trentaine d'emplacements de canot camping. Donc ça, vous partez, vous vous présentez au parc, vous prenez un endroit, puis là, soit vous avez votre propre canot ou on peut vous en louer un. Et là, vous avez réservé un terrain de camping. Ils sont numérotés, je pense. C'est ça, exactement. Puis là, les gens mettent le bagage dans le canot, puis ils partent en canot jusqu'à leur terrain. Moi, j'ai le 7. C'est ça, exact. Tu t'en vas en canot jusqu'au 7. Là, c'est vraiment tranquille. Oui, là, on parle vraiment de... Puis c'est le fun parce que c'est des emplacements avec des plateformes de bois. Donc, tu arrives avec ta petite tente, puis au lieu de t'installer un peu à terre n'importe où, tout croche, là, ben, tu as une belle plateforme de bois. Entre autres, quand il pleut, c'est bien pratique parce que tu ne te ramasses pas dans l'eau. Fait qu'une belle plateforme de bois, vous avez un petit emplacement à faire un feu, et puis c'est des toilettes sèches dans ce cas-là. Là, on a fait le tour pas mal, mais est-ce que c'est la mission complète de la CEPAC, ça? Bien, c'est un bon point, ça, parce que, encore là, tu sais, spontanément, quand on parle du parc, on parle beaucoup des activités, des campings, tout ça. Mais ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'un parc national, c'est d'abord une aire protégée. Donc, la raison pour laquelle le gouvernement décide de créer un parc national, c'est pour protéger une portion du territoire québécois qui est représentative de milieux naturels qui sont intéressants et qu'il faut conserver pour les générations futures. Fait qu'avec mon équipe au parc, notre mission, puis c'est comme ça dans tous les parcs, c'est comme une mission qui est à 2 volets. Il faut protéger puis conserver tout ça. Pensons à la tourbière au secteur Saint-Daniel. C'est un bon exemple d'un beau milieu. Il y a des richesses là-dedans, des orchidées, des plantes carnivores, plein de trucs super intéressants. Fait que notre mission, c'est de conserver puis de protéger le parc, mais il faut aussi le rendre accessible. Fait que la manière qu'il faut faire ça, c'est qu'il faut garder un équilibre là-dedans. Mm-hmm. Tu sais, si demain matin, on disait on met des campings, on met des chalets partout,
ben à ce moment-là, tout exemple, la faune qu'on retrouve dans le parc, parce que c'est hallucinant les animaux qu'il y a dans le parc. Là, je pourrais vous faire une liste longue de même. La tourbière, c'est le roi les ornithologues. Ah oui, oui, tout à fait. Au niveau des oiseaux, c'est hallucinant. Fait que si on se mettait à mettre des campings, puis des chalets, puis des sentiers, puis des pistes cyclables tout partout, ben les animaux auraient plus leur place là-dedans. Puis à l'inverse, si on mettait une cloche de verre sur le parc, puis qu'on disait, il n'y a plus personne qui peut venir ici, parce que ben là, à ce moment-là, on ne remplirait pas le volet de notre mission, qui est de rendre accessible ce territoire-là à la population. Ouais. Tout en le protégeant. Tout en le protégeant. Fait que c'est un peu ça le défi qu'on a, là, de garder cette espèce d'équilibre-là. Parce qu'au niveau des animaux, là, c'est hallucinant. Les observations qui peuvent être faites là, l'aigle américain, le pigargue à tête blanche, on en voit souvent. Des chevreuils, des orignaux, on voit des ours de temps en temps. Les grenouilles. Ah oui. En fait, prenez tout ce qu'il y a d'insectes, d'amphibiens ou de mammifères, puis on a ça. On a une chance de tous les voir. Les ours aussi, probablement. Oui, il y a des ours dans le parc. On a des projets de recherche des fois avec des biologistes. Là, puis il y a quelques années, il y avait eu un projet pour le pécan, qui est une petite bête là, qui a besoin d'un grand espace pour vivre. Là. Ça y prend de la place. C'est un carnivore, ça? Oui, c'est un genre de petit mammifère. Là, puis lui, ça y prend beaucoup, beaucoup d'espace. Puis les chercheurs, ben, ils voulaient faire une recherche sur le pécan, donc il fallait qu'ils trouvent des pécans. Et au sud du Québec, ils avaient spoté le parc parce qu'on a des grands espaces où c'est protégé puis tout ça. Fait qu'ils ont effectivement trouvé un pécan, ils lui ont mis un collier. Puis là, ben, il fallait qu'il récupère le collier. Puis il y avait de la misère. Fait que là, il avait mis des appâts un peu partout avec des caméras pour essayer d'attraper le pécan. Et quand le biologiste est revenu au bureau avec ses petites cartes de caméra avec les photos dedans, puis qu'il a mis ça dans son ordinateur, c'était hallucinant. Il y avait de tout. Des coyotes, des ours, des orignaux, des chevreuils, des ratons laveurs, des chouettes, des grands-ducs d'Amérique, des renards. Il y avait de tout, de tout. C'était vraiment, vraiment intéressant. Là, on a fait le tour des 3 parcs, mais pour les 3 parcs, vous êtes combien d'employés à temps plein? Ouais. On est une petite équipe de 4 personnes et demie à peu près là, qui sommes à l'année au parc. Par contre, quand l'été arrive, puis là, ça a commencé justement lundi dernier, là, ça a commencé à rentrer les employés saisonniers. On parle de entre 40 et 50 employés au total pour la saison. Et avez-vous de la difficulté à recruter? Ou Ah oui, comme tout le monde. Là, puis dans notre cas, le fait que ce soit saisonnier aussi, ben c'est un défi, disons, de plus, parce que c'est des emplois. Ceux qui sont avec nous le plus longtemps, là, on parle d'à peu près 28 semaines de travail. Fait que, par contre, c'est des emplois vraiment, vraiment intéressants. Les gens travaillent à l'extérieur beaucoup. Il y a différents corps d'emploi. Puis, même des fois, les gens, parlons par exemple des gens qui sont sur l'entretien ménager. Faire de l'entretien ménager dans un parc national, tu vas te déplacer d'un camping à l'autre pour aller faire le ménage des sanitaires, ou tu vas te déplacer dans des chalets pour aller faire les ménages des chalets. Notre équipe en villégiature qui sont sur les ménages, juste donner un exemple, quand ils vont faire les ménages, quand arrive l'heure du midi, la plupart du temps, ils sont dans un chalet parce qu'ils sont en train de faire le ménage. Fait que là, ils vont s'installer sur une table à pique-nique ou sur la galerie avec le lac en avant d'eux autres. Puis ils vont prendre leur dîner là. Fait que c'est des emplois vraiment intéressants parce que c'est dans la nature. Puis c'est sûr que l'été, on a des étudiants qui viennent beaucoup à la rescousse là, pour combler les besoins à cause de l'achalandage. Sinon, pour les emplois saisonniers d'un peu plus longue durée, on a de plus en plus des personnes semi-retraitées ou retraitées là, par exemple, quelqu'un va prendre sa retraite à 55 ou 60 ans, puis ils vont venir travailler avec nous. Là. On en a de plus en plus de ça. Avez-vous un service de sécurité pour la nuit? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent de nuit? On a ce qu'on appelle les gardes-parcs patrouilleurs. Donc, eux autres, leur rôle, c'est ça, c'est de veiller à la sécurité de la clientèle, respect des lois et règlements sur les parcs, parce qu'il y a un paquet d'affaires. On parlait du droit d'accès, mais la chasse est interdite. La motoneige est interdite en hiver. Donc, notre équipe de garde-parc est sur place
c'est pas nécessairement toutes les nuits qu'il y a quelqu'un, mais Dans les grandes oui, tout à fait. Puis, les grosses périodes. Oui, il y a une bonne surveillance. Parce pour les feux aussi. Aussi, oui, oui, oui. Les feux, vous vendez le bois? Oui, on vend du bois avec une préoccupation depuis une couple d'années à cause des maladies qui sont transportées par le bois. Là. On parle de la grille du frêne, entre autres. Oui. Fait qu'on on fait les achats de notre bois de choix. Il fut une époque où le fournisseur de bois, c'était du bois qui pouvait venir de Québec ou de Sherbrooke ou peu importe. Mais depuis plusieurs années, là, nos fournisseurs de bois, on fait affaire avec des fournisseurs locaux pour s'assurer qu'on a du bois qui vient de la région, donc on ne vient pas introduire des bébites qu'on ne veut pas. Et puis, dans le cas des gens qui viennent en camping et qui apportent leur propre bois, parce qu'il y en a beaucoup qui apportent leur bois, bien, on demande vraiment aux gens quand vous êtes de la région puis que vous apportez votre bois, c'est bien correct. Mais si vous venez de Montréal, bien, c'est sûr qu'on apprécie que les gens ne transportent pas de bois d'un parc à l'autre comme ça, parce qu'il y a danger d'introduire une bébite qui pourrait venir décimer des forêts. Bien, c'est ça. Là, on parle de l'été surtout, mais l'hiver, le parc est ouvert aussi. Oui, un parc national, c'est ouvert et c'est accessible à l'année. Donc, dans le cas de Frontenac, en hiver, il n'y a pas d'hébergement qui est offert. Donc, il n'y a pas de refuge, de chalet, quoi que ce soit. C'est pas des chalets qui ont été construits à l'époque pour l'hiver. Okay. Donc, mais les gens peuvent venir faire de la raquette, peuvent venir marcher. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent en hiver là, marcher. Y a-t-il des coûts quand même? Ou... Oui, il faut payer toujours le droit d'accès. Ça s'applique. C'est dans la loi, le règlement sur les parcs, ça s'applique en tout temps. Que c'est un des 4 employés qui est aux barrières? Il n'y a pas personne aux barrières en hiver, donc les gens peuvent acheter leur droit d'accès directement en ligne. Ça, de plus en plus, là, en allant sur le site de la CEPAC, vous choisissez le parc où vous voulez aller, la date où vous voulez y aller, vous êtes combien d'adultes, vous payez en ligne et vous recevez un courriel avec votre droit d'accès. Donc, vous vous présentez avec ça. Et en cas de rencontrer. C'est ça. Donc, vous pouvez, l'hiver, nos gardes-parcs font des patrouilles occasionnelles dans le parc. Et il y a aussi les agents de protection de la faune, qui ne sont pas des employés du parc, mais qui, eux aussi, ont la responsabilité du respect d'un paquet de lois et règlements sur la faune et tout ça, dont celui sur les droits d'accès dans les parcs. Donc, notamment l'hiver, là, les agents de la faune, on a vraiment une belle collaboration de la gang à Black Lake, là, au bureau à Black Lake. Surtout probablement dans le temps de la chasse. Oui, c'est ça. Dans parce le que la chasse est interdite. Exactement. Puis des fois, on va même faire des opérations de surveillance conjointes avec nos gardes-parcs et les agents de la faune. Ils vont faire des opérations de surveillance, là, que ce soit pour la chasse ou l'ouverture de la pêche, des choses comme ça. Puis l'hiver, les agents de la faune sont quand même, puis on les remercie beaucoup, là, sont quand même, parce que nous, on a moins d'effectifs l'hiver, sont très, très présents pour la motoneige et tout ça. Fait que c'est certain que si vous prenez la chance de venir faire de la motoneige dans le parc en hiver, alors que c'est interdit, vous pouvez tomber sur soit un garde-parc ou un agent de la faune, puis à ce moment-là, il y a des amendes qui sont données. OK. Alors, ça vous occupe... Les bureaux de la CEPAC du parc Frontenac sont situés à Lambton? Oui, on est situé, en fait, à Sainte-Praxède. C'est sur le chemin des Rois, là, tout près de l'entrée. Les gens qui connaissaient le pont de fer, le défunt pont de fer qui n'existe plus, qui a été remplacé par un nouveau pont. Là. Donc, le bureau administratif du parc est situé à cet endroit-là. Les 4 employés se rapportent là? Oui, exactement. On a été beaucoup en télétravail dans les dernières 2 années, là, mais... c'était quasiment un peu comme tout le monde. Oui, c'était quasiment obligatoire. Ouais. Quoique l'été, vous n'aviez pas le choix. Non, l'été, on faut... Étant donné que la clientèle avait augmenté beaucoup. Oui. Pour cette année, vous prévoyez, avez-vous des prédictions un peu? Ou... Les réservations actuellement qui sont déjà prises pour toute la saison nous laissent entrevoir que l'achalandage va être l'équivalent de ce qu'on a eu l'année passée, si ce n'est pas plus. Là. Okay. On parle de 193 000 jours visites. Puis vos emplois d'été, est-ce qu'ils sont tous comblés? Au moment où on se parle, puis je pense que l'émission va être diffusée peut-être d'ici une semaine, là, il reste quelques postes à combler. Peut-être qu'au moment où ce sera diffusé, ce sera complet, mais ça reste une problématique. Puis, en tout cas, si ce n'est pas pour cette année, j'invite vraiment les gens, là, ceux qui ont peut-être un intérêt pour se trouver un
un emploi intéressant l'été, là, à l'extérieur. Tu sais, je pense entre autres des gardes-parcs patrouilleurs. Tu sais, je parlais tout à l'heure des lois, les règlements, tout ça, oui. Mais il y a aussi des gardes-parcs patrouilleurs dont le rôle est de patrouiller les campings en soirée. OK. Donc, s'assurer du respect du couvre-feu, des trucs comme ça. Fait que beaucoup, des fois, des retraités là, qui vont bien aimer ça parce que au-delà de veiller au respect du couvre-feu puis tout ça, ben, vous êtes sur place, puis vous promenez dans les campings, vous pouvez jaser avec les gens et tout. Là. Fait que c'est Alors, des si beaux les gens emplois. veulent appliquer, ils vont sur le site de la CEPAC? Oui, sur le site de la CEPAC, il y a une section emploi, puis à ce moment-là, vous pouvez sélectionner même le parc dans lequel vous souhaitez déposer votre candidature, puis ça, c'est juste vous inscrire. On va vous donner des nouvelles. D'accord. Bien, un gros merci de ces informations-là. Mesdames, Messieurs, pour l'été prochain, la plage Saint-Daniel est ouverte. Hein? Oui, Alors, on vous invite à vous y rendre. C'est vraiment intéressant. Alors, je vous remercie de votre écoute et à la semaine prochaine.